BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans les blockchains et les cryptos, les pros des cryptos, chaque vendredi. Bienvenue à nos NFT, c'est nos talents non fongibles du vendredi de 15h à 15h25 en direct, et puis à retrouver aussi sur notre chaîne YouTube. Claire Balva. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Experte crypto, vous représentez ici Desblocs. Owen aussi nous accompagne, Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Asher. Bonjour Owen. Il est aussi Owen à la tête de Meria. Alors dans un instant, bien sûr, on va parcourir toute l'actualité de cette nouvelle semaine crypto qui a été intéressante. Mais d'abord, les cours des cryptos. Un coup d'œil, effectivement, au Bitcoin et à l'Ether. Vincent Gann est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour expert, analyste technique indépendant, effectivement Vincent. Alors on est désormais après le 4e halving de l'histoire du Bitcoin. C'était il y a une semaine, ce 4e halving. Subsiste-t-il malgré tout encore un risque, Vincent, de voir le Bitcoin subir une correction? Pourquoi pas au mois de mai, par exemple, sur les marchés traditionnels? On a coutume de dire « sell in May and go away ». Est-ce que c'est valable aussi pour le Bitcoin? Eh oui, mon cher Guillaume, c'est l'adage du moment. Alors, je vais faire d'abord une première réponse un peu simple. Oui, en bourse, il y a toujours un risque de correction. Non, mais plus sérieusement, le contexte immédiat que nous connaissons tous, Bitcoin qui a rejoint son ancien record historique mi-mars, il corrige depuis désormais 6 semaines, donc déjà en soi, il est déjà en correction. S'il abandonne à peu près 20% depuis son ancien record historique, on est à peu près dans les moyennes de correction lorsqu'il se présente à son ancien record historique. Alors effectivement, je comprends très bien le timing de votre question, puisque cet adage célèbre, « sell in May and go away », pourrait s'appliquer à tous les actifs risqués. Est-ce que le fait d'avoir passé le halving, le 4e de l'histoire du BTC, le rend étanche au risque de baisse à court terme? Bon, là, clairement, la réponse est non. Et puis là, c'est ce qu'on constate de toute façon depuis quelques séances. Statistiquement, par rapport à ce halving, on peut supposer, enfin on sait, mais là aussi, on s'appuie sur quelques statistiques, qu'il pourra devenir un bouclier anti-correction, mais c'est surtout sur le moyen long terme et plus proche de nous, à peu près 80 à 100 jours après le halving. Donc tout ça, ça nous envoie vers l'été. Maintenant, Bitcoin sell in May and go away. Écoutez, je vais vous faire une réponse simple. Ça dépendra de sa corrélation positive avec le marché action et de sa corrélation négative avec les taux d'intérêt du marché. On a eu un chiffre d'inflation tout à l'heure aux États-Unis, l'indice PCE que suit particulièrement la Réserve fédérale américaine, et ce chiffre confirme que l'inflation aux États-Unis reste collante. Elle reste là, elle a du mal à véritablement ralentir. Est-ce qu'il y a un impact sur les cryptos et le Bitcoin? Oui, alors le chiffre d'inflation PCE, il n'est pas forcément plus en surchauffe lorsqu'on verse sa version sous-jacente, mais effectivement la désinflation s'est mise à plat. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, il n'y a pas de seconde vague d'inflation. La désinflation s'est mise à plat. Franchement, la réaction des cours, elle est très faible. Il y a très très peu de volatilité puisque le scénario du pire a été évité. Maintenant, la question que tous les chartistes se posent, c'est est-ce que ce double rebond qu'a proposé Bitcoin sur les 60 000 $, c'est la fin de cette correction? On a une pattern, on a une structure technique, on a envie d'y croire. Maintenant, voilà, comme je dis souvent sur votre antenne, tenir un support, c'est bien. Franchir une résistance, c'est mieux. Et moi, ce que j'aimerais voir, c'est la résistance des 67 000 $ franchis pour pouvoir affirmer que oui, le bottom est derrière nous et qu'on arrive vers 73K et 80K. Donc, au stade actuel, ce n'est pas le cas. Merci Vincent. Vincent Gann, régulièrement à nos côtés. Merci beaucoup. Fidèle au pro des cryptos, analyste technique indépendant. Alors, cette semaine, elle a été marquée, là, c'était en cette toute fin de semaine, par Samurai Wallet. Les cofondateurs ont été arrêter, ce qui pose un certain nombre de questions. On va les aborder d'entrée de jeu dans les pros des cryptos. On va aussi, une semaine après, tirer le bilan du halving. Les récompenses pour les mineurs ont donc été diminuées. Pas de rebond supplémentaire pour le cours du Bitcoin. Quel potentiel? Puis comment interpréter le fait que cette fois, on n'ait pas de rebond? Question qu'on posera à nos pros des cryptos. En tout cas, pas encore. On avait déjà eu un rebond ces derniers mois. Puis peut-être après avoir acheté la rumeur, les marchés vendent-ils la nouvelle? On va parler en tout cas à nouveau une semaine après du bilan de ce halving. Et puis la blockchain, le divin enfant, la blockchain. Robert Kennedy Jr., candidat à la présidentielle américaine, propose d'inscrire tout le budget américain dans la blockchain, figurez-vous, pour le rendre 100% transparent. On en parlera également. Bienvenue à tous. Votre machine à refaire l'actu de la semaine s'enclenche. On appuie sur On. Bienvenue à bord. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Claire Balva, Desblocs. Je vous sens un blog d'ailleurs, Claire, là, pour Tout à fait. refaire l'actu. Oui, bon, moyen. Refaire l'actu de la semaine. Owen Simonin aussi. Asher, il est avec nous depuis sa Moselle chérie et Metz. Merci à tous les deux de nous accompagner chaque vendredi. On va démarrer donc avec les États-Unis qui peinent à apporter une véritable sécurité à l'écosystème crypto. Cette question sérieuse sur les limites entre confidentialité et criminalité dans les cryptos. Les cofondateurs, Claire, les cofondateurs de Samurai Wallet
ont été arrêtés donc aux États-Unis pour blanchiment de 2 milliards de dollars en Bitcoin. Oui, c'est pas la première fois que ça arrive, même si la première fois c'était sur un outil qu'on appelle Tornado Cash, qui était plutôt un outil basé sur Ethereum et qui servait, encore une fois, à favoriser l'anonymat des transactions, où le fondateur avait été arrêté et condamné pour blanchiment d'argent. D'ailleurs, il avait fait de la prison. Et on voit bien qu'il y a une attaque ici des États, en particulier des États-Unis, envers les développeurs qui créent des produits qui peuvent servir à du blanchiment d'argent. Donc forcément, ça suscite beaucoup d'indignation dans la communauté crypto, en particulier ici dans la communauté Bitcoin, puisqu'on parle d'un portefeuille Bitcoin et d'un outil qui permet d'utiliser Bitcoin de façon anonyme. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on utilise Bitcoin, on n'est pas vraiment anonyme, on a toujours une adresse publique qui est traçable par un certain nombre d'outils. Et donc là, cet outil-là, il permettait d'apporter de la vie privée sur Bitcoin. Et ça suscite de l'indignation. Pourquoi ? Déjà parce que c'est une atteinte à la vie privée, à la confidentialité, qui est quand même une des valeurs premières de Satoshi Nakamoto. C'est aussi pour ça que Bitcoin avait été créé, pour protéger la vie privée sur Internet. Et d'autre part, parce que ici, on arrête quand même des développeurs, des gens qui ont écrit du code pour permettre de faire des transactions. On n'arrête pas directement les personnes qui ont effectué les transactions pour faire des choses illégales. On arrête vraiment les développeurs. Et donc, on voit tout un tas de comparaisons de gens qui disent mais on n'arrête pas les constructeurs automobiles parce qu'il y a des gens qui utilisent les voitures pour tuer des gens. On n'arrête pas les gens qui fabriquent des couteaux parce qu'il y a des gens finalement qui utilisent des couteaux pour tuer des gens. Tout le problème ici, et c'est là que la défense de ces personnes va être très difficile, c'est que les fondateurs de Samurai Wallet savaient pertinemment que leur outil était utilisé pour du blanchiment d'argent et pour des activités illégales, au point qu'on a retrouvé dans leurs conversations et même dans leur marketing, puisqu'ils allaient chercher des investisseurs, des affirmations finalement disant que le marché noir et ce qu'on appelle les restricted markets, donc les marchés restreints, en gros les activités illégales, faisaient partie de leur cible en termes de marketing. Donc ça, forcément, ça fait un peu tâche et on comprend ici que ce n'était pas juste des gens qui voulaient protéger la vie privée, mais qui assumaient de manière assez cynique que les activités illégales étaient un marché pour eux. Oui, donc effectivement, leur arrestation pose un certain nombre de questions, mais ce ne sont pas forcément non plus d'ultra blanches colombes. Voilà, on va suivre ça, ce sera intéressant en tout cas. Non, mais après, alors on peut rentrer dans un débat philosophique sans fin sur finalement à quel point est-ce que la vie privée, la confidentialité doit être défendue face à des activités illicites. Mais décidément, les États-Unis, encore un territoire d'incertitude pour cet écosystème et même pour la blockchain Ethereum. Face aux gendarmes des marchés, la SEC, Owen, Consensus se trouve obligés de monter au créneau. Je ne sais pas s'ils sont obligés, en tout cas, ils ont choisi de monter au créneau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Je pense en effet qu'ils ont voulu prendre les devants. Alors, déjà, qui est Consensus ? Consensus, c'est l'un des plus gros partenaires qui s'articule et qui développe des solutions autour de la blockchain Ethereum. En l'occurrence, c'est eux qui ont émis le logiciel MetaMask, donc le portefeuille de navigateur le plus utilisé au monde, mais également Infura, par exemple, qui permet, par exemple, de broadcast, donc de transmettre des transactions au réseau Ethereum, ainsi que tout plein d'autres solutions et tout plein d'autres API qui sont nécessaires pour l'écosystème Ethereum. En l'occurrence, on savait déjà que la Security Exchange Commission avait potentiellement l'intention d'attaquer Ethereum, la fondation en tout cas, et également Consensus. Donc on peut dire que de cette façon-là, c'est eux qui ont pris les devants, mais ils s'attendaient déjà à avoir un bras de fer légal avec la Security Exchange Commission. La deuxième chose, c'est qu'ils prennent ce devant parce que pour eux, ce serait grave qu'il y ait une requalification d'Ethereum en tant que security. Ce serait grave pour de l'acquisition, pour tous les gens qui veulent acheter de l'Ether aux États-Unis. Ce serait grave pour la décentralisation du modèle parce qu'indirectement, ça tuerait cette décentralisation et les valeurs mêmes du réseau. Et indirectement, ça mettrait donc les États-Unis d'Amérique à côté d'une des plus grandes révolutions d'Internet, la blockchain, et, selon eux, Ethereum. C'est pour ça non seulement qu'ils prennent les devants, et c'est pour ça que eux, ils vont justement saisir la justice pour préciser que cette saisie illégale par la Security Exchange Commission de ressources pour mener une enquête sur Ethereum et pour le requalifier est dangereux pour la technologie et pour son développement. Et donc Consensus qui monte effectivement au créneau pour défendre la blockchain Ethereum. Vous dites Ethereum, mais le rhum c'est pour le... Non mais voilà, on voit qu'à Metz, en Moselle, on s'ennuie pas. C'est le soir, le rhum, Owen. Ethereum. Non mais vous dites Ethereum, vous, Claire ? Non. C'est la première fois que j'entends Ethereum. Non, mais c'est quand on parle vite. Oui, d'accord. Bon. Ok, Owen, Joker. Une semaine après le halving, on débrief. Est-ce que tout s'est passé comme vous l'aviez imaginé, Claire ? Alors, moi, j'avoue que je ne m'attendais pas à grand-chose. C'est vrai que pendant des semaines ou des mois, tout le monde parlait du halving.
Je me souviens, il y a 4 ans ou il y a 8 ans, les halvings s'étaient passés et en fait, il n'y avait pas grand monde qui l'attendait autant. On n'avait pas tous les journalistes qui suivaient cet événement de près. Donc moi, c'est la première fois que je vois un halving qui était aussi suivi et même qui était autant célébré d'ailleurs par la communauté crypto, par le secteur. J'ai vu plein de soirées s'organiser le soir du halving. C'est la première fois que je vois un symbole, je dirais, aussi important dans la communauté crypto. Maintenant, ce qu'on a vu en termes de prix, on l'a vu tout à l'heure avec Vincent, il n'y a pas énormément de nouveautés, il n'y a pas vraiment de rebond. On a vu quand même le jour du halving et même dans les jours qui ont suivi, des frais de transaction qui ont explosé. Pourquoi ? Alors, effectivement, il y a plein de gens qui ont eu envie d'acheter ou de vendre, donc ça a fait du mouvement sur la blockchain Bitcoin, mais aussi parce qu'il y a des gens qui, pour le symbole, ont voulu inclure leurs transactions dans le bloc de halving, dans le premier bloc avec la récompense qui était divisée par 2. Et donc, il y a des gens qui ont payé des montants astronomiques pour que leurs transactions soient mises dans ce bloc-là. Donc, ça a créé un engorgement monstre. Il y a des gens qui ont payé plusieurs milliers de dollars de transactions pour vraiment être sûrs d'être dans ce bloc-là pour le symbole. Donc on le voit encore aujourd'hui. D'ailleurs, les frais de transaction sur Bitcoin sont très élevés, plusieurs dizaines de dollars, mais ça devrait diminuer dans les semaines qui viennent. Alors pour les mineurs, c'est plus compliqué du coup. D'après CoinShares, du coup, les mineurs qui doivent trouver d'autres sources de revenus, diversifier leurs revenus parce que ça rapporte moins maintenant pour ceux qui minent du Bitcoin. Et il y a d'autres solutions qui sont en train d'émerger. Donc d'après CoinShares, effectivement, Owen, un certain nombre de mineurs envisagent de se lancer en complément du minage de Bitcoin dans l'intelligence artificielle. Tout à fait, et c'était déjà le cas, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'à l'époque où Ethereum était encore en proof of work, il y avait des réseaux de mineurs qui étaient basés sur ce qu'on appelle des GPU, c'est-à-dire de la puissance de calcul via les cartes graphiques de ces différents ordinateurs. La particularité, c'est qu'à un moment, il y a eu une fameuse mise à jour du réseau, on est passé en proof of stake, the merge, et depuis, on ne peut plus miner de l'Ether comme on le faisait avant. Et donc, naturellement, à ce moment-là, il y a des gens qui avaient des infrastructures, des mineurs, de la puissance de calcul, du computing power, et qui, pour le coup, ne pouvaient pas sécuriser la blockchain et obtenir des récompenses. Ces gens ont dû se tourner soit vers d'autres crypto-monnaies et continuer à faire du mining vers des crypto-monnaies compatibles, soit fournir leur puissance de calcul à d'autres utilisateurs qui étaient prêts à leur acheter. Et à ce moment-là, beaucoup se sont tournés et ont commencé à louer leur puissance informatique justement pour soit de l'intelligence artificielle, soit du rendu graphique quand on fait des gros travaux sur des projets vidéo, sur des films, soit encore sur du pliage de protéines pour développer la médecine. On peut faire énormément de choses avec ce qu'on appelle de la puissance de hash rate, de la puissance de calcul. Il y a différents types d'ordinateurs, différents composants informatiques et différents types de calcul, mais c'est vrai qu'avec la montée en puissance de l'IA, beaucoup de projets qui sont justement sur le marché du computing explosent, comme par exemple Akash, Fetch, Render ou encore Kudos, et il y en a plein d'autres. Ce sont des projets qui permettent aux gens d'échanger entre eux directement, de louer ou de s'échanger de la puissance de calcul, puisque cette puissance a aujourd'hui un prix. Elle est utilisée donc pour le minage de crypto-monnaies, mais peut être substituée à d'autres activités comme l'IA qui monte de plus en plus. Alors naturellement, avec le halving day, certains mineurs ont perdu un peu en rentabilité et les entreprises qui investissent dans le minage vont potentiellement diversifier leur parc pour avoir des mineurs de crypto-monnaies, mais également trouver comment louer cette puissance de calcul via d'autres usages. Alors maintenant que le halving est passé, voilà, on vient de faire le bilan, de dresser le bilan de ce halving une semaine après. Quels sont les prochains aimants ? Quels seront les prochains événements à même d'agiter, d'aimanter, d'enthousiasmer peut-être la communauté ? Est-ce qu'on entre dans une zone plus marécageuse sans grande perspective ? C'est l'objet de la question crypto qui claque. Chaque semaine, on vous pose cette question qui fâche sur nos réseaux sociaux, notre fil X, BFM Crypto notamment. Claire et Owen, êtes-vous prêts ? Ils sont prêts. Vous ne les avez pas entendus, mais ils sont bien là et bien prêts. La musique monte, le suspense également. Voici la question. Donc après le halving, il y a une semaine, quel sera pour vous le prochain temps fort pour le marché ? Est-ce que ce sera la baisse des taux de la Fed ? Est-ce que ce seront les élections américaines le 5 novembre ? Les élections européennes début juin ou la validation espérée, on verra, on en parlera tout à l'heure, des ETF Ether Spot ? Claire, Owen, je vous laisse une seconde de réflexion. Quel sera, après le halving, et maintenant que les ETF Bitcoin aussi ont été validés, quel sera le prochain grand temps fort du marché ? Vous aussi, vous avez peut-être une idée d'ailleurs sur la question. N'hésitez pas à voter sur notre fil XBFM Crypto et nous laisser vos arguments en commentaire. Claire, pour vous, ce sera quoi le prochain grand temps fort ? Attendez, on allume votre micro, on va allumer votre... Ah, voilà. C'est mieux. Premier grand temps fort, on vient d'allumer le micro. Et le prochain ? Deuxième grand temps fort, alors, je dirais la décision de la SEC sur les ETF Ether Spot.
Ah oui. Pas forcément la validation, parce qu'on ne sait pas si ça va être une validation. Ok. Vous vous êtes mouillé, Claire. À vous, Owen. Pour vous, quel sera le prochain grand temps fort de l'écosystème ? Également la validation ou l'invalidation ou les taux d'intérêt directeurs, mais ça va venir de cet endroit en tout cas. Et donc vous aussi chez vous, n'hésitez pas à voter. Intéressant, effectivement. Pourquoi ? Enfin, franchement, les taux de la Fed, tout le monde attend une première baisse de taux. Ça impactera les cours des cryptos. On a vu cette corrélation avec ça impactera potentiellement, mais je pense que la décision sur les ETF Etherspot arrivera avant. En fait, c'est aussi une question de timing. Les élections américaines, par exemple, pourront avoir un impact sur les cours des cryptos, mais elles arrivent bien plus tard que la décision sur les ETF Etherspot. Donc, c'est pour ça que je penche là-dessus. Mais dire lequel de ces événements va avoir le plus d'impact par rapport à un autre, là, c'est de la boule de cristal. Les élections américaines, Owen, non, c'est pas un sujet pour l'écosystème. Et les élections européennes, on n'a pas arrêté de parler de MICA, le Parlement européen, le vote du Parlement européen. On va renouveler le vote, en tout cas la composition du Parlement européen le 9 juin. On s'en fiche complètement. Enfin, ça n'a pas d'importance. C'est pas crucial. L'Europe a toujours eu un impact très moindre sur les crypto-monnaies de manière générale, même sa régulation. Le monde regarde vraiment les États-Unis. Par contre, c'est vrai que les crypto-monnaies, c'est un sujet qui devient vraiment politique et qui commence même à être une arme qui fait partie du coup des différents candidats aux élections. Donc je pense vraiment que ça va venir de la position du géant américain dans les mois à venir. Alors nos auditeurs et téléspectateurs aussi ont voté à une large majorité. Ils votent pour les baisses de taux de la Fed et les élections américaines comme prochain grand temps fort, juste devant l'éventuelle validation des ETF Etherspot. En revanche, ils sont d'accord avec vous sur les élections européennes. Seuls 3% d'entre vous 3% d'entre vous estimaient que les élections européennes sont pour l'écosystème crypto un prochain grand temps fort. L'Etherspot, l'ETF Etherspot, Hong Kong l'a validé. Est-ce qu'on peut se dire que Hong Kong l'ayant validé, effectivement la SEC sera sans doute peut-être amenée finalement à valider certaines des candidatures, Claire ? Non, parce que la réglementation à Hong Kong et la réglementation des États-Unis n'est pas du tout, n'est pas la même. Aux États-Unis, il y a tout un débat sur la qualification juridique de l'Ether qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs dans le monde. Il y a cette notion de security versus commodity qui est très spécifique aux États-Unis et qui est devenue politique avec le combat de Gary Gensler, qui est le patron de la SEC qu'on connaît. Donc pour les États-Unis, ça aurait, je pense, des conséquences beaucoup plus importantes d'aller valider les ETF Etherspot, et ça aurait aussi des conséquences en termes de volume beaucoup plus importantes qu'à Hong Kong. On voit bien qu'à Hong Kong, même quand il y a des ETF qui apparaissent, les volumes sont tout petits par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Donc les décisions aux États-Unis ont un impact plus grand. Donc je pense aussi un peu plus longtemps réfléchi. Le Bitcoin est-il l'or numérique ? Cette question, on va l'aborder. Les pros des cryptos, vous le savez, chaque vendredi de 15h à 15h30 sur BFM Business en direct, à retrouver juste après sur notre chaîne YouTube BFM Crypto également. Et donc, le Bitcoin est-il l'or numérique ? Bien sûr, les Bitcoiners disent que oui. Sauf que au climax, au top des tensions géopolitiques entre Israël et l'Iran, on a vu l'or, l'once d'or, l'or physique battre des records et le Bitcoin, lui, reculer. Owen, est-ce qu'on n'a pas eu la réponse à cette question ? Le Bitcoin est-il l'or numérique ? Est-ce que la réponse, du coup, est non, puisque le Bitcoin a reculé en pleine phase de tension géopolitique ? Je ne suis pas d'accord avec cette réponse. Déjà, je ne suis même pas d'accord avec la comparaison exacte de Bitcoin et de l'or numérique. Il a des fonctions d'or numérique, c'est certain. Il est limité, il est totalement numérique et il ressemble vis-à-vis d'une valeur numérique et d'un actif très proche de l'or et de sa valorisation. En attendant, il a des attributs qu'il n'a pas. Déjà, il n'a absolument pas ses volumes et donc la vélocité de l'or, et donc naturellement une petite vente ou un petit achat proportionnellement à la taille du marché du Bitcoin, peut monter ou faire baisser son prix. Ensuite, on ne peut pas accéder à tous les marchés financiers en plein week-end, pendant le conflit entre l'Israël et l'Iran. Et pourtant, à ce moment-là, il a été totalement possible de vendre du Bitcoin, parce que c'est un marché qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour finir, même si c'est de l'or numérique pour certains, une réserve de valeur, ou même s'il couvre certaines fonctions d'or numérique ou certaines fonctions de réserve de valeur, il y a une chose qui est certaine, Bitcoin reste un actif volatile et donc un actif risqué pour la plupart des institutions financières de cette planète, institutions qui viennent de prendre une part très importante dans le Bitcoin. Donc même si c'est l'or numérique pour certains, ou même si c'est l'or numérique en devenir, pour beaucoup c'est un actif qui est volatile, risqué, et naturellement quand on a peur tout simplement d'une escalade de guerre et de problèmes, quand on a une situation macroéconomique qui se complexifie et dans laquelle on a moins de visibilité, naturellement, il y a des financiers qui veulent sécuriser leur portefeuille, recentrer un petit peu et réduire les risques qu'ils prennent. Et Bitcoin, c'est la première ligne qui saute. D'ailleurs, on ne peut pas toujours le comparer soit à l'or numérique, on ne peut pas toujours le comparer à une variation qui va aller vis-à-vis des variations du prix de la Fed. Des fois, il va s'indexer et se corréler au marché du Nasdaq. Des fois, pas du tout. Bitcoin est particulier
particulier parce que par définition, il n'y a pas de grille de lecture parfaite pour Bitcoin et pour les crypto-monnaies. C'est pour ça qu'on essaye de le comparer par moment aux différents actifs auxquels il est corrélé, mais il est très changeant et c'est ce qui surprend d'ailleurs énormément d'investisseurs sur cet actif. On va parler aussi des stablecoins, parce qu'on est en pleine déclaration, en pleine période de déclaration des impôts, et y compris les impôts sur les revenus des cryptos. Il se trouve que les stablecoins ne sont pas fiscalisés. Il reste à ce jour un vrai havre de sérénité pour les investisseurs crypto. Et on les trouve, les stablecoins, de plus en plus facilement. C'est aussi l'actualité de la semaine. Telegram permet désormais l'envoi et la réception des stablecoins USDT, le stablecoin phare de Tether, Owen. Est-ce que c'est un pas supplémentaire important pour les stablecoins et pour Telegram? Pour les stablecoins, je ne sais pas. Pour Telegram, je pense bien que oui. Et c'est un message très fort. Déjà, il va y avoir beaucoup de changements, notamment en Europe, sur les stablecoins très bientôt, parce que la régulation est en train d'arriver. On sait par exemple que certains exchanges commencent déjà à délister Tether, le plus gros stablecoin du monde, du marché européen et de certains exchanges. De l'autre côté, Telegram, du coup, qui est le géant de la discussion instantanée, qui est d'ailleurs l'outil le plus utilisé par les gens qui sont dans le monde de la crypto-monnaie, Telegram a carrément un bot, comme si vous parliez à quelqu'un dans Telegram, comme un utilisateur, et ce bot, c'est votre portefeuille. Vous pouvez lui demander de faire un virement à quelqu'un, vous pouvez lui demander de réaliser certaines transactions sur vos fonds, et ils ont intégré, par définition, l'USDT. C'est-à-dire que l'USDT a été déployé sur la blockchain Telegram et donc va s'interfacer avec cette plus grosse messagerie et outils de discussion instantanée utilisés par tout le monde de la crypto-monnaie. Donc c'est un message fort pour Telegram, c'est également un message fort sur l'alignement entre Tether et Telegram sur leur vision et sur le futur, mais ça montre également que Tether lance un nouveau plan, un plan d'acquisition, un plan de développement commercial dans lequel ils vont aller chercher des nouveaux utilisateurs et ils ont bien prévu de ne pas se faire oublier, même si l'Europe va peut-être un petit peu les pousser vers la sortie. Et puisqu'on est dans les stablecoins, il va y avoir un nouveau stablecoin dollar, mais lancé par des Français, en l'occurrence l'ancien député pro-crypto Pierre Persson, qui était d'ailleurs notre invité ici dans BFM Crypto cette semaine, et puis aussi Ali Takalbataï. Il lance donc ce stablecoin dollar, un stablecoin dollar de plus. Il y en a déjà beaucoup. Tether, dont on parlait à l'instant, et son USDT par exemple, et il y en a beaucoup d'autres. Pourquoi lancer un énième stablecoin dollar? En plus, ils sont français, ils auraient pu lancer un stablecoin euro, Claire. Oui, mais je pense qu'ils se sont posé la question de lancer un stablecoin euro, mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de marché, en fait, pour les stablecoins euros. Et que quand vous lancez un stablecoin euro, vous avez moins de demandes. Donc, il faut non seulement que vous créiez votre stablecoin, mais aussi que vous alliez créer le marché des stablecoins euros qui, aujourd'hui, est tout petit. Maintenant, la question, c'est dans ce marché des stablecoins dollars, quelle est la place pour un nouvel acteur? Comment est-ce qu'ils vont arriver à émerger face à des géants que sont Tether et Circle, par exemple, mais qui sont aujourd'hui des géants centralisés? Il ne faut pas oublier que le marché des stablecoins, notamment en Europe, va se recomposer un peu. Owen le disait, l'Europe est en train de pousser certains stablecoins vers la sortie, notamment l'USDT, parce que la réglementation européenne impose un certain nombre de licences pour les émetteurs de stablecoins, et Tether a déjà annoncé qu'il ne comptait pas se conformer à la réglementation européenne. Donc on attend de voir dans les prochains mois si les différentes plateformes d'échange, par exemple réglementées en Europe, vont délister Tether ou non, et si d'autres stablecoins dollars avec des modèles un peu différents, moins centralisés, pourraient bénéficier de ce nouveau paysage-là. Un stablecoin dollar de plus. On va parler à présent de la blockchain. La blockchain permettra... Ouais. Oh, le divin enfant, la blockchain. La blockchain, le divin enfant, permettra-t-elle une meilleure gestion aussi des finances publiques? Robert Kennedy Jr., candidat à la présidentielle américaine, voit dans les blockchains, oui, le divin enfant, il propose d'inscrire tout le budget américain, allez, dans la blockchain. Coup de com' ou scénario techniquement réaliste? Qu'est-ce que vous en pensez, Owen? Je pense qu'il y a une idée intéressante qui est, en écrivant le budget américain dans la blockchain, on l'écrit sur quelque chose de transparent et donc tous les citoyens qui contribuent et qui fournissent de la liquidité pour justement leurs impôts, qui payent des taxes, qui contribuent et qui tous les jours payent de la TVA, par exemple, prenons l'exemple européen, pourraient avoir de la visibilité et un suivi sur leurs dépenses. En tout cas, comment est-ce que le gouvernement va utiliser ses budgets et va utiliser l'argent collecté? Maintenant, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est totalement souhaitable que tout le monde puisse juger euro par euro quand il a contribué? Où est-ce que son argent va? Je ne suis pas sûr que ce soit applicable, que ce soit réalisable, même s'il y a des bonnes valeurs de transparence qui sont très importantes. Et ça limiterait certains abus et certaines dépenses, c'est certain. Je pense qu'il y a des budgets qui seraient mieux gérés. Maintenant, est-ce que c'est un coup de pub?
par ce candidat américain pour tout simplement se positionner un petit peu contre la façon dont le budget est géré aujourd'hui? Probablement également. Donc oui, il y a des idées, ça a été salué par beaucoup de gens, mais ça fait également débat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que d'un point de vue politique, c'est tout simplement pas applicable, c'est pas réalisable, et d'autres qui disent que oui, mais au moins, on pourrait très très vite mettre le doigt sur les problèmes de certaines gestions de ce budget. Une chose est sûre, ça fait réfléchir et ça lance un gros débat sur deux questions. La première, les crypto-monnaies sont réellement en train de devenir un outil qui sera utilisé pendant les présidentielles américaines. C'est certain, ça commence à faire partie des discours et donc chacun devra à minima se positionner et donner son avis vis-à-vis de la blockchain, de la technologie ou des crypto-monnaies. Et la deuxième chose, c'est que ça fait réfléchir vis-à-vis de ces fameux CBDC, les crypto-monnaies de banque centrale qui arrivent et qui vont soit retirer de la vie privée et du contrôle, soit en apporter à leurs citoyens. Et beaucoup de gens ont de très nombreux doutes face à ce que les gouvernements pourraient faire de ces fameuses monnaies. Les pros des cryptos chaque vendredi, merci beaucoup. Owen, Simonin, Meria et à la tête de la chaîne YouTube Asher, Claire Balva, VP Stratégie pour Desblocs. Merci aussi Claire d'être passée nous voir et bien sûr à retrouver tout au long du week-end sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Bon week-end les amis. BFM Business, BFM Crypto, les pros.